D'où vient cette légende de Dracula, le vampire? Parce que là, pour le moment, il n'y a aucun vampire, on est d'accord. Le personnage historique a véritablement existé, ce personnage historique qui était surnommé Dracula, mais il n'y avait aucun rapport avec la légende que l'on connaît aujourd'hui, qui est née il n'y a même pas 150 ans. Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille en direct de Sighișoara, au cœur de la Transylvanie, en Roumanie. Car c'est ici, dans cette ville, que l'on dit que Vlad III, Vlad l'Empaleur, aussi surnommé Dracula, serait né. Car en effet, c'est du destin formidable de Vlad III, Vlad l'Empaleur, Dracula, dont nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons voir sur ce sujet qui est habituellement traité avec quelques approximations, quelle est la vérité qui se cache derrière Dracula. Pour voir cette vérité, nous allons nous plonger dans la littérature locale, c'est-à-dire la littérature roumaine qui n'a pas été traduite en français. Nous verrons d'où vient la réputation de Vlad l'Empaleur et d'où vient le surnom Dracula. Nous verrons qu'il n'avait rien d'un vampire et nous verrons ce que signifiait vraiment ce nom de Dracula. Nous retracerons le parcours dominateur et cruel de Vlad l'Empaleur, et nous verrons aussi comment Gutenberg lui-même a contribué à diffuser, à répandre la légende de Dracula. Et pour finir, nous constaterons, peut-être tristement pour certains, que le château de Bran en Transylvanie n'a jamais accueilli de vampire. Car en fait, Dracula, le vampire Dracula, n'a jamais existé. C'est tout simplement le fruit d'une imagination fertile, celle d'un auteur du 19e siècle, fiction assez éloignée de la vérité historique. Le fabuleux destin de Vlad l'Empaleur, aussi surnommé Dracula, c'est tout de suite et c'est après le générique. Comme toujours, quelques petits instants avant de se lancer dans le vif du sujet. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces, à mettre des commentaires. Et également un grand merci à ceux qui cliquent sur le bouton rejoindre en dessous des vidéos ou sur le lien Tipeee pour me filer un petit coup de main, pour me soutenir dans mon travail que j'ai toujours à cœur de partager avec vous avec une grande passion. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, c'est dans la littérature locale qui n'a pas été traduite en français qu'il faut se plonger pour récupérer les clés de compréhension du fabuleux destin de Dracula. Pour ce faire, il y a un auteur roumain qui s'appelle Neaju Juvara, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle De la Vlad Țepeș, la Dracula Vampirul, qui veut dire de Vlad l'Empaleur au vampire Dracula. Alors moi, j'ai les deux versions. J'ai la version simplement livre et j'ai aussi la version illustré, qui est un petit peu plus sympa pour vous montrer à l'image. Et cet ouvrage, c'est peut-être le plus exhaustif et le plus concis qui existe concernant Vlad l'Empaleur. Alors le surnom de Dracula, porté par Vlad III, vient en fait de son père, Vlad II. Vlad II était un chevalier fier et courageux, ce qui lui a valu les bonnes grâces de Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie et fondateur de l'Ordre du Dragon. En 1431, Sigismond le fait chevalier de l'ordre, et en 1436, il le proclame voïvode de Țara Românească, ce que l'on appelle historiquement, en fait, la Valachie, le sud de la Roumanie. Évidemment, vous allez me dire, c'est quoi un voïvode? Un voïvode, en fait, c'est à cette époque, dans les pays de l'Est et les pays slaves, c'était un gouverneur militaire. L'Ordre du Dragon était un groupe de nobles de haut rang roumains, ainsi que de magnats de Hongrie et de Pologne. C'était une société très fermée, avec seulement une soixantaine de membres à sa création, une société aux origines ésotériques dont l'histoire demeure encore un petit peu secrète. Mais ça, si le cœur vous en dit, je vous le réserve pour un épisode à part. Et donc ce n'est pas une surprise si en 1437, Vlad II, donc le père de Vlad III, celui qui nous intéresse dans cette vidéo, eh bien nous sort une monnaie frappée d'un signe de dragon, ainsi que d'une croix. Et donc Vlad l'Empaleur, ce Dracula, eh bien en fait, le surnom Dracula vient de son père Vlad II. Pourquoi? Eh bien car en roumain, il y a une racine linguistique commune à deux mots. Il y a le mot dragon que l'on dit dragon, et il y a aussi le mot diable que l'on dit drac. Eh bien c'est ce mot drac qui est commun aux deux origines linguistiques des deux mots, et c'est de là que Vlad II, le père de celui qu'on appelle Dracula, en fait, s'appelait déjà Dracula. Vous allez me dire, c'est pas la même chose, Dracula. C'est juste qu'en roumain, lorsque l'on veut dire le, eh bien on rajoute le suffixe ul. Drac, diable, ul, le diable, dracul. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'appartenance à l'ordre du dragon étant héritée, c'est tout naturellement que ses fils se font aussi surnommer Dracula. Il existe même une généalogie de la famille des Draculia, mais les trois personnages de cette lignée qui nous intéressent
sont Vlad II, le père dont je viens de parler, il y a Radu III, dit le Beau, que l'on appelait en roumain Radu cel Frumos, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Vlad III, Dracula, qui deviendra Vlad l'Empaleur. Mais ça, on reviendra un petit peu plus tard dessus. Pendant quelques années, les deux fils de Vlad II sont tenus prisonniers par le sultan ottoman en Asie mineure. Leur captivité était une garantie pour que Vlad II ne se retourne pas contre le sultan. Fait important pour la suite historique, les deux fils prisonniers vont apprendre la culture, la langue, les traditions ottomanes, mais surtout, Vlad III va développer une immense haine contre le peuple ottoman. Vlad III retourne au pays en 1448 après la mort de son père, et pendant 8 ans, il essaye de prendre le pouvoir de Tsara Rumeniasca, et en 1456, Vlad III est à peu près sûr de régner de main de maître sur ses terres, et se met à payer un tribut aux Turcs, que l'on appelle le bir, une sorte d'impôt pour avoir la paix. Mais en fait, il bossait un petit peu dans l'ombre comme ça, et il attendait le bon moment pour pouvoir éradiquer les peuples turcs qui avaient envahi les terres proches de la Valachie. En effet, à ce moment-là, la Valachie, la Moldavie et la Transylvanie étaient toutes des terres qui étaient indépendantes, mais qui étaient entourées de terres aux mains des Turcs. Avant de partir en guerre contre les Ottomans, son plan était de nettoyer le pays de toutes les mauvaises herbes, entre guillemets, d'avoir une armée forte et des voisins alliés de confiance. Pour le nettoyage, il s'est pas trop fait chier, hein. Il allait chercher des nobles et des familles qui contestaient un petit peu son pouvoir, et en fait il les a tout simplement joyeusement empalés, un peu dans tous les sens. Et c'est cette technique, le supplice du pal, le fait qu'il empalait tous ses adversaires, ou en tout cas ceux qu'il n'aimait pas, qui va forger sa réputation et qui va transformer Vlad III en Vlad l'Empaleur. En roumain, c'est Vlad Țepeș. Car en roumain, țiapa, en fait, c'est l'outil que l'on utilise pour le supplice du pal, cette grande épée. Donc, țiapa devient Țepeș, celui qui utilise le țiapa, donc l'Empaleur. Et tout ça en gardant en tête qu'il a déjà le surnom hérité de son père de Dracul. Et au-delà de l'horrible supplice, ce qui va surtout distinguer Vlad l'Empaleur, notre Dracula, c'est le nombre incroyable de personnes qu'il aurait empalées durant sa vie, et ça on va le voir un tout petit peu plus tard. Une fois le calme et la justice instaurés en Valachie, il s'occupe de renforcer les cités libres qui ne sont pas encore conquises par les Turcs. Il renforce la forteresse de son fief à Târgoviște, retenez bien ce nom, il modernise et renforce l'armée avec l'équipement de fusils parmi les premiers en Europe à cette époque, et il donnait aussi à ses soldats ce qu'il récupérait des traîtres pour former une armée forte, fidèle et prête à l'emploi. Il instaure également de nombreuses réformes pour enrichir le pays, et parallèlement à tout ça, il continuait d'empaler un petit peu la dissidence sans faire aucune distinction, ni de sexe ni d'âge. Je vous passe les détails. Mais surtout, pendant tout ce temps, il continuait de payer le bir, donc cet impôt aux Turcs, pour qu'on lui foute la paix, jusqu'à ce qu'en 1459, il arrête de payer cet impôt. Le sultan commence immédiatement à avoir des soupçons et il envoie son armée. Dans le même temps, Vlad, lui, va se rendre au sud de la Valachie. Il va récupérer d'autres cités qui jusqu'alors étaient encore aux mains des Turcs. Et une fois qu'il a chopé un petit peu tout ce qui bouge le long du Danube, là-bas vers le sud, il les ramène tous et il les empale près de Târgoviște, son fief. Et il va même plus loin. Il va carrément créer une forêt de personnes empalées. Sorte de trophée de guerre comme ça absolument incroyable. Ensuite, il va envoyer une lettre à Matei Corvin, autre personnage clé de tout ça. Matei Corvin, il est né à Cluj-Napoca en Transylvanie. Cluj-Napoca, c'est aussi une ville que l'on appelle en hongrois Kolozsvár, car Matei Corvin s'appelait en hongrois Mátyás Király. Pourquoi? Parce que la Transylvanie, même si elle était indépendante administrativement, à cette époque, c'était un vassal du royaume de Hongrie sur lequel régnait ce Matei Corvin. Donc que l'on soit du côté roumain en Transylvanie ou du côté hongrois en Hongrie, les noms et les villes sont différents. Mais ça c'est juste une petite pépite comme ça de culture générale, ça n'a pas vraiment d'importance pour le cœur de la vidéo de notre Dracula. Cette lettre elle a été conservée, elle date du 11 février 1462. Et à ce moment-là, Matei Corvin il n'a que 19 ans. Dans cette lettre, notre ami Vlad l'Empaleur Dracula mentionne à Matei Corvin que dans sa fabuleuse forêt, qui fait d'ailleurs 3 km², il a empalé pas moins de 23 884 personnes. Également, il demande à Matei Corvin de devenir son allié, car si la Valachie tombe aux mains des Ottomans, la Hongrie et sa Transylvanie natale, indépendante mais donc vassale du royaume de Hongrie, deviendraient menacées. Par contre,
Le roi Corvin, lui, de son côté, il ne répond vraiment jamais clairement à cette lettre. Selon les sources des chroniqueurs, le sultan ottoman Mehmet II débarque avec 150 à 300 000 soldats contre un Vlad qui est entouré de seulement 20 000 hommes et qui va logiquement s'incliner. D'autant plus que notre Vlad Dracula se fait aussi trahir par Stefan cel Mare, que l'on appelait Étienne III de Moldavie. Mais l'empaleur Dracula, il avait eu le nez creux. Avant la bataille, Vlad demande à tout son pays que l'on brûle les récoltes, qu'on bouche les puits et que tout le monde quitte sa maison pour partir dans les montagnes. Ce qui fait que les Turcs, même s'ils gagnent et qu'ils débarquent, eh bien en chemin vers son fief à Targovishte, ils sont face à un pays où il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'animaux, et c'est vraiment avec la famine au cœur des troupes que l'Empire ottoman arrive peu à peu, péniblement, à Targovishte. D'ailleurs, Vlad va en profiter pour attaquer pendant une nuit à l'imprévu tout ce qui bouge sur son passage, sans pour autant arriver à atteindre le sultan. Les Turcs continuent de leur côté péniblement à avancer, et quand ils arrivent à Targovishte, la cité est vide. Ils décident de la contourner, parce qu'ils se disent, bon, quand même, si le fief du roi est vide, il y a quand même un petit truc qui cloche. Ils contournent et les mecs tombent nez à nez avec la forêt de Vlad, où il y a tous les empalés, avec les corbeaux, d'ailleurs c'est décrit dans certains textes, c'est décrit, les corbeaux avaient déjà commencé à faire leur nid dans les corps, et là, à ce moment-là, coup de théâtre incroyable. Le sultan dit qu'il ne peut pas continuer à conquérir un pays qui est dominé par ce Vlad, qui est aussi fort qu'entouré d'une armée loyale. Quand il voit cette maintenant presque 30 000 hommes dans la forêt, il se dit, le mec est trop fort, il impose beaucoup trop le respect pour que je continue, que je poursuive ma vindicte guerrière. Malgré tout, après encore quelques petites batailles avec les Turcs, Vlad est menacé par une alliance entre son frère Radu cel Frumos, Radu le Beau, et les nobles mécontents. Menacé, Vlad part en Transylvanie pour demander une fois de plus de l'aide à Matei Corvin, qu'il considère comme son allié. Corvin accepte, mais le trahit une fois de plus, il n'avait pas que des copains, Vlad, et le fait prisonnier en Hongrie pendant 12 ans dans un château, où il put tout de même avoir une vie de famille, une femme, des enfants, bref voilà, il était prisonnier, mais il était quand même vivant, un petit peu de respect. Après ces 12 ans de captivité, Matei Corvin libère notre Vlad l'Empaleur et l'envoie, une fois n'est pas coutume, en Bosnie pour combattre les Ottomans. D'ailleurs, les Ottomans, lorsqu'ils parlaient de Vlad III, ils ne disaient pas Vlad III, ils ne disaient pas Vlad l'Empaleur, ils utilisaient toujours le surnom qu'il avait hérité de son père, donc de Vlad Dracula. Donc le mot de Dracula était déjà omniprésent, on va dire dans l'inconscient collectif ottoman à cette époque de l'histoire, milieu du XVe siècle. Après quelques années supplémentaires de combat, Vlad l'Empaleur sera tué en Moldavie et décapité. Aujourd'hui, on dit que son corps est à Bucarest, mais un mystère demeure toujours sur sa tête, car on ne sait pas où est-ce qu'elle repose. Suite à sa mort, ce sont les Saxons d'Europe qui propagent partout en Europe d'horribles histoires concernant Vlad. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'en fait, Vlad Tsepes, Vlad l'Empaleur et Dracula ne feront qu'un d'un point de vue sanguinaire, car jusqu'à présent, je vous le rappelle, Dracula, c'était tout simplement un surnom hérité du père, on l'a dit plusieurs fois dans la vidéo, et Vlad l'Empaleur, c'était un surnom lié à ses pratiques de guerre, mais il n'y avait jamais de lien entre le côté sanguinaire de Vlad l'Empaleur et le surnom Dracula. Mais grâce aux Saxons, c'est maintenant le cas. Et c'est nul autre que Gutenberg qui permettra à la légende de se répandre. En effet, au milieu du XVe siècle, l'imprimerie est née, et cela, bien entendu, facilite la diffusion et la multiplication des textes en tout genre, dont ceux traitant de Vlad Dracul. À cette époque, chroniqueurs et troubadours perpétuent la légende de Vlad qui finira par être traduite et imprimée en allemand, en latin, en français et en anglais. Dracula était un nom connu partout en Europe à ce moment-là, à tel point que Ivan IV Vassilievitch, Ivan IV le Terrible, va utiliser des pratiques de Dracula, notre Vlad l'Empaleur, pour instaurer la peur dans son règne en Russie. Mais alors si Vlad Dracul, personnage sanguinaire, a vraiment existé historiquement, d'où vient cette légende de Dracula, le vampire? Parce que là, pour le moment, il n'y a aucun vampire, on est d'accord. Eh bien, à la fin du 19e siècle, Bram Stoker, un romancier, rencontre un professeur hongrois qui lui parle de Dracula, sans que les deux ne connaissent vraiment les faits détaillés sur le voïvode Vlad Dracul. Bram Stoker croit que Dracula était un voïvode de Transylvanie et se lance dans une profonde étude ethnologique, historique, géographique et folklorique de la région, qui, même si elle s'avère assez fidèle à la Transylvanie, n'a évidemment aucun lien avec Vlad Dracul,
qui avait régné de son temps en Valachie, Tsara Romanesca, et non pas en Transylvanie. Spécialisé dans les romans fantastiques, son but principal était d'effrayer ses lecteurs de l'époque. Il invente alors un personnage diabolique en imaginant le comte de Dracula, au pouvoir surnaturel, vivant dans un château en Transylvanie ou en Moldavie, cela dépend des interprétations, et qui la nuit se transforme en vampire, capable de voyager à la vitesse du vent et de la pensée. Ce Dracula fictif mord ses victimes au cou et leur suce le sang. Ces victimes ne meurent pas, mais se transforment en fantômes, restant à la disposition du comte Dracula. Cette histoire n'a pas eu vraiment de succès jusqu'à la mort de l'auteur, à la suite de quoi, vraiment, le comte de Dracula, cette légende, a vraiment explosé ou éclos, si on peut dire. Par rapport à la légende de Dracula, aujourd'hui on parle du château de Bran, aussi en Transylvanie, comme étant le château où demeurait le comte, le vampire Dracula, mais tout ça, ce n'est qu'une grande opération commerciale qui a marché du tonnerre, car même dans le roman de Bram Stoker, le château de Dracula est situé dans une autre région de Transylvanie. Il s'agit de Borgo, près de la ville de Bistrița, et de plus, dans l'œuvre de Bram Stoker, la ville de Bran, le château de Bran ne sont jamais mentionnés. Seul problème, c'est qu'à Borgo, il n'y a pas de château. Donc on a fait un petit transfert comme ça vers le château de Bran, dont les caractéristiques ressemblent vraiment plus à ce que l'on imagine concernant la mythologie de Dracula et quel serait l'aspect du château dans lequel vivrait ce comte vampire. Le seul lien entre la ville de Bran et Vlad l'Empaleur, notre Dracula, est qu'après avoir perdu son trône de Valachie, il aurait reçu du voïvode Iancu de Hunedoara, en français il s'appelait Jean Hunyadi, qui était régent de Hongrie, eh bien il reçut la tâche de défendre la frontière sud de la Transylvanie et aurait pu faire une halte dans ce château. Malheureusement, il n'y a aucun document historique qui puisse corroborer cette hypothèse. Donc finalement, on est un petit peu au cœur comme ça d'une histoire farfelue dans laquelle le seul lien entre Dracula et Vlad Dracul, c'est le nom. Mais le comte de Dracula, le vampire, n'a jamais été un homme politique sanguinaire ou autre, et à l'inverse, Vlad Dracul, Vlad III, avec ce nom hérité de famille en famille grâce à l'ordre du dragon, lui n'a jamais été vampire ni rien. Donc il y a une réalité par rapport à l'existence du mot Dracula. Le personnage historique a véritablement existé, ce personnage historique qui était surnommé Dracula, mais il n'y avait aucun rapport avec la légende que l'on connaît aujourd'hui, qui est née il n'y a même pas 150 ans. Et pour s'assurer du côté vraiment comme ça un petit peu farfelu et surtout fictif du conte de Dracula, eh bien lorsqu'on se plonge un petit peu dans les histoires roumaines, dans le folklore, dans les croyances, il n'y a jamais rien de mentionné concernant les fantômes ou les vampires. C'est donc avec passion que j'ai dévoré ce livre de Neaju Juvara, dans lequel on comprend vraiment toute l'histoire de Dracula, c'est-à-dire qu'il existait, c'était un surnom, c'était Vlad III, Vlad l'Empaleur, horrible, sanguinaire, beaucoup de torture, tout ce que vous voulez, qui a créé la légende autour d'un vrai personnage historique qui, quelques centaines d'années plus tard, sera récupéré dans le cadre d'une réflexion fictive de la part d'un auteur qui a créé de toutes pièces Dracula, avec, comme je viens de le dire, le seul lien au niveau du nom. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis peut-être de découvrir qui était Vlad Dracula, ce tortionnaire en Valachie, la région sud de l'actuelle Roumanie, et aussi de comprendre que même si ces deux Dracula ont existé, ils ont existé dans un monde réel et l'autre dans un monde fictif, pour remettre un petit peu, se dépatouiller de la vérité, non seulement administrative au niveau des règnes, mais aussi géographique par rapport à où se situent les différentes régions qui ont vraiment vu se déployer la folie guerrière et la folie, on va dire, aussi protectrice du roi de Tsara Romanesca, le voïvode de Valachie. D'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.